Karl Garzi. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Karl d'avoir accepté notre invitation. Karl, tu es porte-parole de la CGT Commerce. Hier, on a fait le point dans la matinale sur le secteur du tourisme, sur le secteur de la nuit, sur le secteur de la culture aussi. Aujourd'hui, on voulait faire le point avec toi sur la situation dans les commerces, la crise qui vient. Le Premier ministre a annoncé hier justement le statu quo s'agissant de la fermeture de ces commerces, notamment ceux de proximité. Alors d'abord, pour le Premier ministre, la situation sanitaire justifie cette décision, cette précaution. Est-ce que toi, tu comprends cette décision? Est-ce que vous, à la CGT, vous l'acceptez justement précisément au nom de la crise sanitaire et peut-être donc de l'intérêt général? On la comprend, on comprend la dimension sanitaire. On ne conteste pas la gravité de la situation, même si on conteste la gestion chaotique et l'imprévoyance du pouvoir par rapport à une deuxième vague qui s'annonçait quand même depuis quelque temps. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la manière dont le gouvernement accompagne cette décision en matière d'aide aux entreprises qui mettent en difficulté. Aujourd'hui, l'économie française repose essentiellement sur, enfin pour beaucoup en tout cas, sur les services. Ce sont les services qui sont les premiers touchés par la Covid et ça nécessiterait une intervention à la fois plus énergique et je dirais plus contrôlée. C'est-à-dire qu'il faut effectivement à la fois aider ces entreprises à surmonter cette période qui est une période extrêmement difficile puisqu'elle coupe quasiment complètement le chiffre d'affaires. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des contreparties à cette aide, notamment en termes de protection de l'emploi, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on a à la fois des entreprises qui sont fortement aidées, je pense aux plus grosses, et qui simultanément s'attaquent à l'emploi en profitant de la situation pour s'apprêter dans leurs effectifs et pour régler des choses qu'elles envisageaient déjà de régler il y a quelque temps, mais elles se saisissent aujourd'hui de l'opportunité du Covid pour fermer leurs boutiques. L'annonce du printemps, par exemple, il y a 2 jours, de fermer plusieurs magasins en France, s'inscrit dans ce cadre. Alors, il y a aussi les prêts, les prêts garantis par l'État, le fameux PGE, un prêt qu'il va falloir rembourser. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à la CGT, que ce prêt se transforme en aide qui ne soit pas remboursable? C'est toujours sous condition, tout ça. C'est-à-dire que évidemment, si on ne fait qu'aggraver l'endettement des entreprises, les salariés vont finir par le payer parce qu'on sait bien que ce sont les salariés qui payent l'endettement des entreprises. Ce sont des mécanismes qu'on connaît. Par exemple, pour tout ce qui est rachat d'entreprise avec effet de levier, on sait bien que ça, ce qu'on appelle les LBO, ce sont les salariés qui les payent à la fin. C'est-à-dire que donc là, que le prêt soit garanti par l'État, soit, ça permet à ces entreprises, par exemple Fnac Darty, d'obtenir des sommes colossales garanties par l'État, mais si elles doivent les rembourser, il est fort probable qu'elles cherchent d'abord à les rembourser sur le dos des salariés. Donc, si jamais l'État décide de prendre à sa charge la dette, ce qui serait tout à fait concevable, bien sûr, dans un cadre qui l'impose, il ne devrait pouvoir le faire qu'à la condition très stricte au moins du maintien de l'emploi, quoi. Et là, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On a des suppressions d'emplois en cascade. Il y en a tous les jours, c'est impressionnant. On n'a jamais vu ça. On est dans une situation qui rappelle celle de la sidérurgie il y a 40 ans. En gros, là, aujourd'hui, c'est le commerce. Et je tiens à parler en particulier de la situation des hôtels, cafés, restaurants, qui sont pour nous dans le même champ, où on est en train... Il y a eu une première phase où, en gros, le chômage partiel a été mis en place, l'activité partielle, où ça a fonctionné bon an, mal an. Et là, on est dans des plans de départ ou des licenciements secs qui sont en train de vider ces entreprises de leurs salariés qualifiés. Et alors que ces entreprises, tout le monde sait qu'elles vont reprendre un jour le travail. C'était en 2022, les grands hôtels parisiens ne vont pas avoir disparu, sauf qu'ils n'auront plus. Il y a toute une population de personnel extrêmement qualifié qui aujourd'hui est poussée vers la porte et l'État ne fait rien pour empêcher ça. Alors, on entend ce que tu dis. Est-ce que justement la CGT, elle a des données sur les fermetures de ces commerces, sur le nombre d'emplois qui sont aujourd'hui, qui ont été sacrifiés? Et surtout, ce qui m'interroge, c'est que tu dis si déjà aujourd'hui des commerces sont fermés, si déjà aujourd'hui des licenciements apparaissent,
parce qu'on sait aussi que derrière les commerces, il y a les unités de production. Ça veut dire que c'est l'autre vague à venir. Ça paraît assez terrible ce qui risque d'arriver. Je pense qu'on est dans une situation catastrophique en termes d'emploi. On n'a pas de chiffres, on en a très peu, ou alors on les a avec retard. Il est difficile en plus d'isoler, moi je m'occupe plus particulièrement de Paris, d'isoler Paris du reste de la France. Mais ce qu'on voit par exemple, c'est que des pans entiers aujourd'hui du commerce sont en train de s'écrouler. Par exemple, tout le commerce de l'habillement, qui n'est pas une petite affaire quand même, ce sont environ 120 000 salariés avant la crise. Aujourd'hui, il y a, moi j'estime à un tiers des effectifs des emplois menacés sur l'ensemble de la branche. Ce qui se passe dans les hôtels est considérable. Et puis il y a toute cette masse de très très petites entreprises, ce qu'on appelle les indépendants, qui eux disparaissent sans faire de bruit, parce qu'il n'y a pas de PSE, il n'y a pas de statistiques, ça passe sous les écrans de radar de la directe et de l'inspection du travail, et il est extrêmement compliqué d'estimer tout ça. Mais je pense, je n'exagère pas en disant qu'on est dans une situation désastreuse et qu'il y aura bien évidemment des effets en cascade derrière, parce que quand un commerce ferme, il y a tous les emplois annexes, connexes, indices, etc., qui peuvent disparaître derrière. Dans la prévention sécurité, par exemple, parce que le gardiennage est très souvent sous-traité dans les commerces, là, les emplois sont en train de sauter, là encore sans faire de bruit, l'air de rien comme ça. Dans le nettoyage, pareil. Les entrepôts, ça va suivre derrière, ça a commencé déjà. Ça veut dire que pour toutes ces personnes, Karl, elles n'ont pas accès, elles n'ont pas le droit au chômage partiel. Tu parles des femmes de chambre, tu parles des agents de sécurité. Ce qu'on sait d'aujourd'hui de leur situation, c'est quoi? Ils peuvent, ils sont éligibles. Quand une femme de chambre travaille dans un hôtel, elle est éligible au chômage partiel. On sait que beaucoup d'entre elles, elles sont souvent en contrat précaire, en CDD, issues d'entreprises sous-traitantes. Oui, ça ne les rend pas inéligibles en théorie au chômage partiel. Mais on sait bien que ces entreprises-là profitent de la période pour opérer des ajustements. Bon, très honnêtement, une entreprise de nettoyage, elle n'a pas attendu la Covid pour faire tourner les salariés. Ils ont organisé la précarité de telle façon que de toute manière, ça tourne déjà beaucoup. Et quand ils ont un volant de salariés à faire partir, il faut partir, ça ne fait pas de bruit. Mais là, comme la demande diminue dans les hôtels, forcément, ça impacte ces entreprises-là, les entreprises de sous-traitance nettoyage, qui en profitent là pour faire partir en bien plus grand nombre les salariés. Alors, là, ce que tu décris, c'est une situation absolument catastrophique. A priori, si tout se passe au mieux, les commerces hors restauration et bar pourraient rouvrir dès le 1er décembre. C'est vraiment dans le meilleur des cas. Est-ce que ça veut dire que plus que jamais, l'une des fêtes les plus capitalistes de nos sociétés, c'est-à-dire Noël, pourrait devenir l'ultime chance pour beaucoup de commerces de se relever? Là, si on veut parler technique, je suis désolé, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'une année sans Noël est insurmontable pour le petit commerçant, mais une année avec Noël ne va pas forcément le sauver. Parce que Noël est déjà intégré dans ses budgets, y compris pour de plus grosses boîtes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les TPE et les PME qui sont en difficulté. On a aussi de très grandes chaînes qui annoncent aujourd'hui des fermetures à leur départ. Mais Noël, ça va juste éventuellement limiter les dégâts. Il sera peut-être un peu plus fort que prévu si jamais, évidemment, c'est ouvert. Comme l'été a été un peu plus fort que prévu, parce qu'il y a eu des rattrapages de dépenses qui n'avaient pas été faites, mais en tout état de cause, personne ne rattrapera le chiffre d'affaires perdu. Et donc, sans une intervention délibérée, contrôlée et maîtrisée de l'État, le désastre va être consommé. D'autant plus, ça on n'en a pas encore parlé, c'est que le commerce de détail physique abordait déjà cette période très affaiblie par la croissance très importante du commerce en ligne. Amazon, mais pas qu'Amazon, puisque
il y a des opérateurs en France qui sont à la fois sur le commerce physique et sur le commerce en ligne, qui sont très présents sur le commerce en ligne, comme la Fnac. Ceux-là sont en train, de fait, d'affaiblir très fortement le commerce physique. Et le commerce physique était déjà très faible. Et évidemment, quand une crise aussi violente que celle-là arrive dans une période de faiblesse, elle fait des dégâts considérables. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, hein, et ça nous permet, enfin, en tout cas, le gouvernement se pose la question de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. En gros, il fait le choix pour nous de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme le propose le sociologue Ramzi Kecheyan, que ces choix de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas soient organisés collectivement? Et est-ce que, surtout, est-ce que finalement, il n'y a pas derrière cette crise une opportunité économique et écologique en fait, de changer nos modes à la fois de consommation et de production? Vaste question. D'abord, si ce choix existait réellement comment dire, de déterminer collectivement ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, il existerait pour tout, et pas juste pour la question de savoir si une boîte de haricots c'est plus essentiel qu'un bouquin ou un bouquin. Donc, si ces mécanismes démocratiques existaient, parce que c'est ça la question qui est posée au fond, c'est comment on prend démocratiquement ce genre de décision. Or, cette carence démocratique, elle est très profonde, elle est liée, bon, je ne vais pas la décrire là dans les détails, mais elle est régulièrement pointée. Ce sont les mécanismes constitutionnels, ce sont cette démocratie venue d'en haut qui laisse très peu de place comment dire, à l'intervention directe de la population dans les décisions. Donc, elle se pose évidemment pour dire ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, mais elle se pose aussi pour tout le reste. Donc, si on est en capacité, je dirais, d'imposer des choix démocratiques sur ces questions-là, ça voudrait dire qu'on aurait déjà beaucoup avancé sur plein d'autres questions et qu'on serait capable d'imposer des choix démocratiques sur des questions bien plus larges que juste la question de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque on entend à la fois dans les médias, mais même dans nos cercles amicaux et professionnels, des gens qui s'insurgent contre le fait qu'on ait fermé certains rayons, par exemple, de magasins en considérant que ce n'était pas essentiel, on ne les entend pas dire mais on aimerait bien dire que telle autre chose n'est pas essentielle. La demande, en fait, on a l'impression que c'est plutôt laissez-nous acheter ce qu'on veut. Et on doit avoir un droit absolu de pouvoir toujours acheter ce qu'on veut. Il n'y a pas de gens qui disent on ne devrait pas acheter ça, mais on devrait, enfin, comme tu le disais, collectivement, démocratiquement se poser la question. Ça, on est bien d'accord. Ces dénonciations en fait, sont des expressions soit d'intérêt privé, soit d'envie, et ça c'est inextricable parce que ce qui est prioritaire pour moi ne l'est pas pour toi, ne l'est pas pour Pierre. Enfin, c'est impossible de définir collectivement. Si on s'y prend comme ça, juste par le petit bout de la lorgnette, est-ce que ce produit est essentiel ou pas? Non, enfin, si ça n'est pas sous-tendu par une réflexion collective, et ça rejoint la deuxième partie de ta première question, c'est est-ce que c'est l'occasion de se reposer tout un tas de questions? Oui, certainement, mais ça ne se fera pas, là aussi, spontanément et naturellement, puisque ce qui amène aujourd'hui à une surconsommation de biens souvent inutiles, c'est tout un système, et c'est même ce qui sous-tend le système qu'on combat beaucoup plus largement. Hein, donc, comment dire, c'est évidemment, ça amène à réfléchir, ça a amené sans doute beaucoup plus de personnes à réfléchir sur ces questions-là et sur leur mode de consommation, etc. Mais on voit bien, je prends l'exemple du Black Friday, là, qui est au cœur d'une nouvelle polémique, on voit bien qu'on a sans doute autant de gens pour le défendre que de gens pour s'en offusquer, et que cette remise en question de ce qu'on consomme, comment on consomme, pourquoi on consomme, etc., elle n'est pas si profonde que ça, même s'il y a des choses qui ont été semées à l'occasion de cette crise.
s'il n'y a pas derrière un discours politique construit ou qui se construit autour de ces questions-là et qui va un peu plus loin. Mais comment dire, c'est un petit peu vain aujourd'hui quand on nous propose en permanence des biens nouveaux à la consommation, de dire les gens vont changer de comportement alors que cette offre, elle continue de façon extrêmement vive. L'iPhone 12, tout le monde a vu sortir. La dernière télé de Samsung, on ne peut pas y échapper. Et donc, et si les gens veulent que les magasins ouvrent, c'est pour pouvoir aller acheter ces produits. Voilà, donc c'est pas, je ne pense pas que c'est par ce biais-là, même si la réflexion a pu avancer à l'occasion de la crise, qu'on arrivera à remettre profondément en question les modèles de consommation qui sont quand même le moteur du système capitaliste mondialisé qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, Karl. Merci, Merci à Karl. vous.